Bonsoir, il est minuit, vous écoutez Radio Campus. Vous écoutez Radio Campus sur 92.1 FM. Ceci est la nouvelle émission de Radio Campus, Écho dans la nuit. Il s'agit d'une émission de lecture et de déclamation. Ce soir, à l'occasion du 100e anniversaire de la guerre de 14, je vais commencer par interpréter quelques extraits d'un livre qui s'appelle « Comment réussir dans un monde d'égoïstes » par Robert Axelrod, qui est un sociologue, et dont le premier chapitre traite des stratégies de coopération pendant la Première Guerre mondiale, durant laquelle beaucoup de points froids sur la ligne de front, vous voyez des scènes de coopération se développer dans lesquelles les soldats ne se tiraient pas dessus, et dont je vais vous lire quelques extraits interprétés par les personnages de l'époque. On va commencer par la performance d'un officier français. Je fus ébahi de voir des soldats allemands marcher à portée de fusil derrière leur propre ligne. Nos hommes ne semblaient n'y prêter aucune attention. Je décidai intérieurement de mettre fin à cet état de choses quand nous prendrions la relève. C'était inacceptable. À l'évidence, ces hommes ignoraient que nous étions en guerre. Les deux camps semblaient penser qu'il fallait vivre et laisser vivre. Un peu plus tard dans la nuit, un sergent moustachu enjambant des cadavres nous raconte ceci. La nuit, nous sortons devant les tranchées. Les équipes de travail allemandes sont dehors elles aussi. Si bien que l'on estime contraire aux convenances de tirer. Le plus horrible, ce sont les grenades à fusil. Elles peuvent tuer jusqu'à 8 ou 9 hommes s'ils tombent dans une tranchée. Mais nous n'utilisons les nôtres que lorsque les Allemands deviennent particulièrement bruyants. Car, avec leur système de représailles, pour chaque grenade que nous envoyons, il nous en revient 3. Ce sergent fait place à un lieutenant de l'infanterie française qui lui aussi découvre les stratégies de coopération sur le front. Je dînais avec la compagnie A lorsque des cris à l'extérieur nous incitèrent à aller voir ce qui se passait. Nous découvrîmes nos hommes et les Allemands debout sur leurs lignes respectives. Soudain, l'autre camp tira une salve, sans causer de dégâts. Naturellement, les deux camps se mirent à l'abri des tranchées, et nos hommes se mirent à insulter les Allemands, quand, tout à coup, un Allemand courageux remonta sur sa berge pour crier « Nous sommes désolés! Nous espérons qu'il n'y a pas de blessés! Ce n'est pas de notre faute! C'est cette fichue artillerie prussienne! » L'usage prévisible de l'artillerie, qui se manifesta dans de nombreux secteurs, fut encore plus frappant. Les Allemands étaient tellement réguliers dans leur choix des cibles, de l'heure à laquelle ils tiraient, et dans le nombre de salves tirées, qu'au bout d'un jour ou deux sur le front, le colonel Jones avait compris leur système, et savait, à la minute près, où le prochain obus tomberait. Ses calculs était très exact, et cela lui permit de prendre ce qui semblait de gros risques à des officiers non initiés, sachant que le tir s'arrêterait avant qu'il n'atteigne l'endroit visé. L'autre camp en faisait autant, comme en témoigne le commentaire d'un soldat allemand sur le tir du soir des Britanniques. À 7 heures, l'obus arrivait, si régulier que l'on pouvait régler sa montre dessus. Il visait toujours le même objectif,
Sa portée était précise. Il ne s'écartait jamais de l'objectif, ne tombait jamais ni devant, ni derrière. On trouvait même quelques types curieux pour sortir en rampant de la tranchée, un peu avant 7 heures, pour le voir éclater. Et le sociologue de conclure sur cette importante constatation, découverte à propos de la Première Guerre. Dans la guerre des tranchées, une structure d'agression ritualisée était une cérémonie à laquelle les antagonistes participaient par des envois réguliers et réciproques de missiles, c'est-à-dire des bombes, des balles, etc., qui symbolisaient et renforçaient en même temps à la fois des sentiments de fraternité et la conviction que l'ennemi était un compagnon de souffrance. Vous pouvez suivre cette émission en direct, en tout cas faire des commentaires sur la page Facebook de l'émission, en tapant sur Facebook Écho dans la nuit, donc écho au pluriel dans la nuit. Et si vous laissez des suggestions que j'ai le temps, en me donnant le lien, je lirai le texte que vous proposerez s'il m'intéresse. Et pour ma part, je laisserai le lendemain de chaque émission la liste des morceaux de musique joués et des textes lus avec les références au cas où ils vous ont plu. Pour le moment, je vais lancer un morceau de musique et faire une pause en jouant un morceau du groupe Ambient qu'accessoirement j'ai fondé avec un ami, Transient and Eerie, et le morceau avec la chanteuse Tiana Star s'intitule Élégie.
Voilà, c'était Élégie du groupe Trenchant and Erie. Le lien est sur la page Facebook de l'émission. Donc sur Facebook, vous recherchez Écho au pluriel, Écho dans la nuit. Et là, je poste les liens de ce que je joue, de ce que je passe comme musique. Et le lendemain de l'émission, je passe toutes les références littéraires des textes que j'aurais interprétés. Pour enchaîner avec le morceau Élégie, je vais vous interpréter le texte 8e Élégie de Duino par Rainer Maria Rilke. De tous ses yeux, la créature voit l'ouvert. Seuls nos yeux sont comme retournés et posés autour d'elle, tels des pièges, pour encercler sa libre issue. Ce qui est au dehors, nous ne le connaissons que par les yeux de l'animal, car dès l'enfance, on nous retourne et nous contraint à voir l'envers, les apparences, non l'ouvert qui, dans la vue de l'animal, est si profond, libre de mort. Nous, qui ne voyons qu'elle, alors que l'animal libre est toujours au-delà de sa faim, il va vers Dieu. Et quand il marche, c'est dans l'éternité, comme coule une source. Mais nous autres, jamais nous n'avons un seul jour le pur espace devant nous, où les fleurs s'ouvrent à l'infini. Toujours le monde, jamais le nulle part sans le nom, la pureté à surveiller, que l'on respire, que l'on sait infini, et jamais ne désire. Il arrive qu'enfant, l'on s'y perd en silence. On vous secoue, ou tel mourant devient cela. Car, tout près de la mort, on ne voit plus la mort, mais au-delà, avec le grand regard de l'animal peut-être. Les amants, n'était l'autre qui masque la vue, en sont tout proches, et s'étonnent. Il se fait comme par mégarde, pour chacun, une ouverture derrière l'autre. Mais l'autre, on ne peut le franchir, et il redevient monde. Toujours tourné vers le créé, nous ne voyons en lui que le reflet de cette liberté, par nous-mêmes assombris. À moins qu'un animal, muet, levant les yeux, calmement nous transperce. Ce qu'on nomme destin, c'est cela, être en face. Rien d'autre que cela, et être jamais en face. S'il y avait chez l'animal, plein d'assurance, qui vient à nous dans l'autre sens, une conscience analogue à la nôtre, il nous ferait alors rebrousser chemin et le suivre. Mais son être est pour lui infini, sans frein, sans un regard sur son état, pur, aussi pur que sa vision. Car là où nous voyons l'avenir, il voit tout, et se voit dans le tout, et guérit pour toujours. Et pourtant, dans l'animal chaud et vigilant, sont le poids, le souci d'une immense tristesse. Car en lui comme en nous, reste gravé sans cesse ce qui souvent nous écrase, le souvenir, comme si une fois déjà, ce vers quoi nous tendons avait été plus proche, plus fidèle, et son abord d'une infinie douceur. Ici, tout est distance, qui là-bas était souffle. Après cette première patrie, l'autre lui semble équivoque et venteuse.
Oh, bienheureuse la petite créature qui toujours reste dans le sein dont elle est née. Bonheur du moucheron qui, au-dedans de lui, même à ses noces, saute encore, car le sein est tout. Et vois l'oiseau, dans sa demi-sécurité. D'origine, il sait presque l'une et l'autre chose. Comme s'il était l'âme d'un Étrusque issu d'un mort, qui fut reçu dans un espace, mais avec le gisant en guise de couvercle. Et, comme il est troublé, celui qui, né d'un sein, doit se mettre à voler. Comme effrayé de soi, il sillonne le ciel, ainsi que la fêlure à travers une tasse, ou la chauve-souris qui de sa trace raie le soir en porcelaine. Et nous, spectateurs, en tout temps, en tout lieu, tournés vers tout cela, jamais vers le large, débordés, nous mettons de l'ordre, tout s'écroule. Nous remettons de l'ordre et nous-mêmes croulons. Qui nous a si bien retournés que de la sorte nous soyons, quoi que nous fassions, dans l'attitude du départ? Tel celui qui, s'en allant, fait halte sur le dernier coteau d'où sa vallée entière s'offre une fois encore, se retourne et s'attarde, tel nous vivons, en prenant congé, sans cesse.
Vous écoutez Radio Campus 92.1. La nouvelle émission Écho dans la nuit vous est présentée par moi, votre hôte, Benoît Muche. Et je vais enchaîner avec la lecture d'une nouvelle de Villiers de l'Île Adam, extrait de son recueil de nouvelles Contes cruels. L'inconnu. Dédié à Madame la Comtesse de Laclos. Proverbe ancien, le cygne se tait toute sa vie pour bien chanter une seule fois. Citation d'Adrien Juvigny, c'était l'enfant sacré qu'un beau vers fait pâlir. Ce soir-là, tout Paris resplendissait aux Italiens. On donnait la norme. C'était la soirée d'adieu de Maria Felicia Malibran. La salle entière, aux derniers accents de la prière de Bellini, Casta Diva, s'était levée et rappelait la cantatrice dans un tumulte glorieux. On jetait des fleurs, des bracelets, des couronnes. Un sentiment d'immortalité enveloppait l'auguste artiste, presque mourante, et qui s'enfouillait en croyant chanter. Au centre des fauteuils d'orchestre, un tout jeune homme, dont la physionomie exprimait une âme résolue et fière, manifestait, brisant ses gants à force d'applaudir, l'admiration passionnée qu'il subissait. Personne, dans le monde parisien, ne connaissait ce spectateur. Il n'avait pas l'air provincial, mais étranger. En ses vêtements un peu neufs, mais d'un lustre éteint et d'une coupe irréprochable, assis dans ce fauteuil d'orchestre, il eût paru presque singulier, sans les instinctives et mystérieuses élégances qui ressortaient de sa toute personne. En l'examinant, on eût cherché autour de lui de l'espace, du ciel et de la solitude. C'était extraordinaire, mais à Paris. Mais Paris, n'est-ce pas la ville de l'extraordinaire ? Qui était-ce et d'où venait-il ? C'était un adolescent sauvage, un orphelin seigneurial, l'un des derniers de ce siècle. Un mélancolique châtelain du Nord échappé, depuis 3 jours, de la nuit d'un manoir des Cornouailles. Il s'appelait le comte Félicien de la Vierge. Il possédait le château Blanchelande, en Basse-Bretagne. Une soif d'existence brûlante, une curiosité de notre merveilleux enfer avait pris et enfiévré tout à coup ce chasseur, là-bas. Il s'était mis en voyage, et il était là, tout simplement. Sa présence à Paris ne datait que du matin, de sorte que ses grands yeux étaient encore splendides. C'était son premier soir de jeunesse. Il avait 20 ans. C'était son entrée dans un monde de flammes, d'oubli, de banalité, d'or et de plaisir. Et, par hasard, il était arrivé à l'heure pour entendre l'adieu de celle qui partait. Peu d'instants lui avaient suffi pour s'accoutumer au resplendissement de la salle. Mais aux premières notes de la Malibran, son âme avait tressailli. La salle avait disparu. L'habitude du silence des bois, du vent rauque des écueils, du bruit de l'eau sur les pierres des torrents et des graves tombées du crépuscule avait élevé en poète ce fier jeune homme. Et, dans le timbre de la voix qu'il entendait, il lui semblait que l'âme de ces choses lui envoyait la prière lointaine de revenir. Au moment où, transporté d'enthousiasme, il applaudissait l'artiste inspiré, ses mains demeurèrent en suspens. Il resta immobile. Au balcon d'une loge venait d'apparaître une jeune femme d'une grande beauté. Elle regardait la scène.
les lignes fines et nobles de son profil perdu sombraient des rouges ténèbres de la loge, tel un camée de Florence en son médaillon. Pâlie, un gardénia dans ses cheveux bruns, et toute seule, elle appuyait au bord du balcon sa main, dont la forme décelait une lignée illustre. Au joint du corsage de sa robe de moire noire, voilée de dentelle, une pierre malade, une admirable opale, à l'image de son âme sans doute, luisait dans un cercle d'or. L'air solitaire, indifférent à toute la salle, elle paraissait s'oublier elle-même sous l'invincible charme de cette musique. Le hasard voulut, cependant, qu'elle détournât vaguement les yeux vers la foule. En cet instant, les yeux du jeune homme et les siens se rencontrèrent, le temps de briller et de s'éteindre, une seconde. S'était-il connu jamais? Non, pas sur la terre. Mais que ceux-là qui peuvent dire où commence le passé décident où ces deux êtres s'étaient véritablement déjà possédés. Car ce seul regard leur avait persuadé, cette fois et pour toujours, qu'ils ne dataient pas de leur berceau. L'éclair illumine, d'un seul coup, les lames et les écumes de la mer nocturne, et à l'horizon, les lointaines lignes d'argent des flots. Ainsi l'impression. Dans le cœur de ce jeune homme, sous ce rapide regard, ne fut pas gradué. Ce fut l'intime et magique éblouissement d'un monde qui se dévoile. Il ferma les paupières, comme pour y retenir les deux lueurs bleues qui s'y étaient perdues. Puis il voulut résister à ce vertige oppresseur. Il releva les yeux vers l'inconnu. Pensive, elle appuyait encore son regard sur le sien, comme si elle eût compris la pensée de ce sauvage amant, et comme si c'eût été chose naturelle. Félicien se sentit pâlir. L'impression lui vint, en ce coup d'œil, de deux bras qui se joignaient, languissant, autour de son cou. C'en était fait. Le visage de cette femme venait de se réfléchir dans son esprit comme un miroir familier, de s'y incarner, de s'y reconnaître, de s'y fixer à tout jamais, sous une magie de pensée presque divine. Il aimait du premier et inoubliable amour. Cependant, la jeune femme, dépliant son éventail, dont les dentelles noires touchaient ses lèvres, semblait rentrer dans son inattention. Maintenant, on eût dit qu'il écoutait exclusivement les mélodies de la norme. Au moment d'élever sa lorgnette vers la loge, Félicien sentit que ce serait une inconvenance. « Puisque je l'aime, » se dit-il. Impatient de la fin de l'acte, il se recueillait. Comment lui parler? Apprendre son nom? Il ne connaissait personne. Consulter demain le registre des Italiens? Et si c'était une loge de hasard, achetée à cause de cette soirée? L'heure pressait, la vision allait disparaître. Eh bien, sa voiture suivrait la sienne, voilà tout. Il lui semblait qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Ensuite, il aviserait. Puis il se dit, en sa naïveté sublime, si elle-même, elle s'apercevra bien et me laissera quelque indice. La toile tomba. Félicien quitta la salle très vite. Une fois sous le péristyle, il se promena simplement devant les statues. Son valet de chambre s'étant approché, il lui chuchota quelques instructions. Le valet se retira dans un angle et y demeura très attentif.
Le vaste bruit de l'ovation faite à la cantatrice cessa peu à peu, comme tous les bruits de triomphe de ce monde. On descendait le grand escalier. Félicien, l'œil fixé au sommet, entre les deux vases de marbre, d'où ruisselait le fleuve éblouissant de la foule, attendit. Ni les visages radieux, ni les parures, ni les fleurs au front des jeunes filles, ni les camails d'hermine, ni le flot éclatant qui se coulait devant lui, sous les lumières, il ne vit rien. Et toute cette assemblée s'évanouit bientôt, peu à peu, sans que la jeune femme apparût. L'avait-il donc laissé s'enfuir sans la reconnaître? Non, c'était impossible. Un vieux domestique, poudré, couvert de fourrure, se tenait encore dans le vestibule. Sur les boutons de sa livrée noire brillaient les feuilles d'ache d'une couronne ducale. Tout à coup, au haut de l'escalier solitaire, elle parut, seule, svelte, sous un manteau de velours et les cheveux cachés par une mantille de dentelle. Elle appuyait sa main gantée sur la rampe de marbre. Elle aperçut Félicien debout, auprès d'une statue, mais ne sembla pas se préoccuper davantage de sa présence. L'inconnu ôta, silencieusement, la pâle fleur, sous les dentelles, et, l'offrant à Félicien, « Adieu maintenant, dit-elle, et à jamais. »« Adieu, balbutia-t-il. Vous ne m'aimez donc pas ? Ah, vous êtes marié, s'écria-t-il tout à coup. Non. Libre, ô ciel, oubliez-moi cependant. Il le faut, monsieur. Mais vous êtes devenu en un instant le battement de mon cœur. Est-ce que je puis vivre sans vous ? Le seul air que je veuille respirer, c'est le vôtre. Ce que vous dites, je ne le comprends plus. Vous oubliez ? Comment cela ? Un terrible malheur m'a frappé. Vous en faire l'aveu serait vous attrister jusqu'à la mort. C'est inutile. Quel malheur peut séparer ceux qui s'aiment ? Celui-là. En prononçant cette parole, elle ferma les yeux. La rue s'allongeait, absolument déserte. Un portail, donnant sur un petit enclos, une sorte de triste jardin, était grand ouvert auprès d'eux. Il semblait leur offrir son ombre. Félicien, comme un enfant irrésistible qui adore, l'emmena sous cette voûte de ténèbres en enveloppant la taille qu'on lui abandonnait. L'enivrante sensation de la soie attendue et tiède qui se moulait autour d'elle lui communiquait le désir fiévreux de l'étreindre, de l'emporter, de se perdre en son baiser. Il résista. Mais le vertige lui ôtait la faculté de parler. Il ne trouva que ces mots balbutiés et indistincts. « Mon Dieu, mais comme je vous aime !» Alors, cette femme inclina la tête sur la poitrine de celui qui l'aimait, et d'une voix amère et désespérée. « Je ne vous entends pas. Je meurs de honte. Je ne vous entends pas. Je n'entendrai jamais, je n'entendrai pas votre nom. Je n'entendrai pas votre dernier soupir. Je n'entends pas les battements de votre cœur qui frappent mon front et mes paupières. Ne voyez-vous pas l'affreuse souffrance qui me tue ? Je suis sourde. » « Sourde ?» s'écria Félicien, foudroyé par une froide stupeur et frémissant de la tête aux pieds. Oui, depuis des années. Oh, toute la science humaine serait impuissante à me résister de cet horrible silence. Je suis sourde comme le ciel et comme la tombe, monsieur. C'est à maudire le jour. Mais c'est la vérité. Ainsi, laissez-moi. Sourde ? Répétait Félicien, qui, sous cette inimaginable révélation, était demeuré sans pensée, bouleversé et hors d'état même de réfléchir à ce qu'il disait. Sourde ? Puis tout à coup. Mais ce soir aux Italiens, s'écria-t-il, vous applaudissiez, cependant, cette musique. Il s'arrêta, songeant qu'elle ne devait pas l'entendre.
La chose devenait brusquement si épouvantable qu'elle provoquait le sourire. « Aux Italiens, répondit-elle, en souriant elle-même. Vous oubliez que j'ai eu le loisir d'étudier le semblant de bien des émotions. Suis-je donc la seule? Nous appartenons au rang que le destin nous donne, et il est de notre devoir de le tenir. Cette noble femme qui chantait méritait bien quelques marques suprêmes de sympathie. Pensez-vous d'ailleurs que mes applaudissements différaient beaucoup de ceux des dilettanti les plus enthousiastes? J'étais musicienne autrefois. » À ces mots, Félicien la regarda, un peu égaré, et s'efforçant de sourire encore. « Oh, dit-il, est-ce que vous vous jouez d'un cœur qui vous aime à la désolation? Vous vous accusez de ne pas entendre, et vous me répondez. Hélas, dit-elle, c'est que ce que vous dites, vous le croyez personnel, mon ami. Vous êtes sincère, mais vos paroles ne sont nouvelles que pour vous. Pour moi, vous récitez un dialogue dont j'ai appris d'avance toutes les réponses. Depuis des années, il est pour moi toujours le même. C'est un rôle dont toutes les phrases sont dictées et nécessitées avec une précision vraiment affreuse. Je le possède à tel point que si j'acceptais, ce qui serait un crime, d'unir ma détresse, ne fût-ce que quelques jours à votre destinée, vous oublieriez à chaque instant la confidence funeste que je vous ai faite. L'illusion, je vous la donnerai, complète, exacte, ni plus ni moins qu'une autre femme, je vous assure. Je serai même incomparablement plus réel que la réalité. Songez que les circonstances dictent toujours les mêmes paroles et que le visage s'harmonise toujours un peu avec elles. Vous ne pourriez croire que je ne vous entends pas, tant je devinerais juste. N'y pensons plus, voulez-vous ? Il se sentit effrayé cette fois. « Ah, dit-il, quelles amères paroles vous avez le droit de prononcer. Mais moi, s'il en est ainsi, je veux partager avec vous, fût-ce l'éternel silence s'il le faut. Pourquoi voulez-vous m'exclure de cette infortune? Juste partager votre bonheur, et notre âme peut suppléer à tout ce qui existe. » La jeune femme tressaillit, et ce fut avec des yeux pleins de lumière qu'elle le regarda. « Voulez-vous marcher un peu en me donnant le bras dans cette rue sombre, dit-elle. Nous nous figurerons que c'est une promenade pleine d'arbres, de printemps et de soleil. J'ai quelque chose à vous dire, moi aussi, que je ne redirai plus. » Les deux amants, le cœur dans l'étau d'une tristesse fatale, marchèrent, la main dans la main, comme des exilés. « Écoutez-moi, dit-elle, vous qui pouvez entendre le son de ma voix, pourquoi donc ai-je senti que vous ne m'offensiez pas, et pourquoi vous ai-je répondu? Le savez-vous? Certes, il est tout simple que j'ai acquis la science de lire, sur les traits d'un visage et dans les attitudes, les sentiments qui déterminent les actes d'un homme. Mais ce qui est tout différent, c'est que je pressente, avec une exactitude aussi profonde et, pour ainsi dire, presque infinie, la valeur et la qualité de ces sentiments, ainsi que leur intime harmonie en celui qui me parle. Quand vous avez pris sur vous de commettre envers moi cette épouvantable inconvenance de tout à l'heure, j'étais la seule femme, peut-être, qui pouvait en saisir, à l'instant même, la véritable signification. Je vous ai répondu parce qu'il m'a semblé voir luire sur votre front ce signe inconnu qui annonce ceux dont la pensée, loin d'être obscurcie, dominée et bâillonnée par leur passion, grandit et divinise toutes les émotions de la vie et dégage l'idéal contenu dans toutes les sensations qu'ils éprouvent. Amis, laissez-moi vous apprendre mon secret. La fatalité, d'abord si douloureuse, qui a frappé mon être matériel, est devenue pour moi
l'affranchissement de bien des servitudes. Elle m'a délivré de cette surdité intellectuelle dont la plupart des autres femmes sont les victimes. Elle a rendu mon âme sensible aux vibrations des choses éternelles, dont les êtres de mon sexe ne connaissent à l'ordinaire que la parodie. Leurs oreilles sont murées à ces merveilleux échos, à ces prolongements sublimes, de sorte qu'elles ne doivent à l'acuité de leur ouïe que la faculté de percevoir ce qu'il y a seulement d'instinctif et d'extérieur dans les voluptés les plus délicates et les plus pures. Ce sont les Hespérides, gardiennes de ces fruits enchantés dont elles ignorent à jamais la magique valeur. Hélas, je suis sourde, mais elles, qu'entendent-elles ? Ou plutôt, qu'écoutent-elles dans les propos qu'on leur adresse, sinon le bruit confus en harmonie avec le jeu de physionomie de celui qui leur parle, de sorte qu'inattentives non pas au sens apparent, mais à la qualité révélatrice et profonde, au véritable sens, enfin, de chaque parole, elles se contentent d'y distinguer une intention de flatterie qui leur suffit amplement. C'est ce qu'elles appellent le positif de la vie, avec un de ses sourires. Oh, vous verrez, si vous vivez, vous verrez quel mystérieux océan de candeur, de suffisance et de basse frivolité cache uniquement ce délicieux sourire. L'abîme d'amour charmant, divin, obscur, véritablement étoilé comme la nuit, qu'éprouvent les êtres de votre nature, essayez de les traduire à l'une d'entre elles. Si vos expressions filtrent jusqu'à son cerveau, elles s'y déformeront comme une source pure qui traverse un marécage. De sorte qu'en réalité, cette femme ne les aura pas entendus. La vie est impuissante à combler ses rêves, dit-elle, et vous lui demandez trop. Ah, comme si la vie n'était pas faite par les vivants. Mon Dieu, murmura Félicien. Oui, poursuivit l'inconnu, une femme n'échappe pas à cette condition de la nature, la surdité mentale, à moins peut-être de payer sa rançon d'un prix inestimable, comme moi. Vous prêtez aux femmes un secret, parce qu'elles ne s'expriment que par des actes. Fières, orgueilleuses de ce secret, qu'elles ignorent elles-mêmes, elles aiment à laisser croire qu'on peut les deviner. Et tout homme, flatté de se croire le divinateur attendu, malverse de sa vie pour épouser un sphinx de pierre. Et nul d'entre eux ne peut s'élever d'avance jusqu'à cette réflexion qu'un secret, si terrible qu'il soit, s'il n'est jamais exprimé, est identique au néant. L'inconnu s'arrêta. « Je suis amère ce soir, continua-t-elle. Voici pourquoi. Je n'enviais plus ce qu'elles possèdent, ayant constaté l'usage qu'elles en font, et que j'en eusse moi-même sans doute. Mais vous voici, vous qu'autrefois j'aurais tant aimé. Je vous vois, je vous devine. Je reconnais votre âme dans vos yeux. Vous me l'offrez, et je ne puis vous la prendre. » La jeune femme cacha son front dans ses mains. « Oh !» répondit tout bas Félicien, les yeux en pleurs. « Je puis du moins baiser la tienne dans le souffle de tes lèvres. Comprends-moi, laisse-toi vivre, tu es si belle. Le silence de notre amour le fera plus ineffable et plus sublime. Ma passion grandira de toute ta douleur, de toute notre mélancolie. Chère femme, épousée à jamais, viens vivre ensemble. » Elle le contemplait, de ses yeux aussi baignés de larmes, et, posant sa main sur le bras qui l'enlaçait, « Vous allez déclarer vous-même que c'est impossible, dit-elle. Écoutez encore. Je veux achever en ce moment de vous révéler toute ma pensée, car vous ne m'entendrez plus, et je ne veux pas être oubliée. » Elle parlait lentement et marchait, la tête inclinée sur l'épaule du jeune homme. « Vivre ensemble, dites-vous.
Vous oubliez qu'après les premières exaltations, la vie prend des caractères d'intimité où le besoin de s'exprimer exactement devient inévitable. C'est un instant sacré, et c'est l'instant cruel où ceux qui se sont épousés inattentifs à leurs paroles reçoivent le châtiment irréparable du peu de valeur qu'ils ont accordé à la qualité du sens réel, unique, enfin, que ces paroles recevaient de ceux qui les énonçaient. Plus d'illusions se disent-ils, croyant ainsi masquer sous un soupir trivial le douloureux mépris qu'ils éprouvent, en réalité, pour leur sorte d'amour, et le désespoir qu'ils ressentent de se l'avouer à eux-mêmes. Car ils ne veulent pas s'apercevoir qu'ils n'ont possédé que ce qu'ils désiraient. Il leur est impossible de croire que, hors la pensée, qui transfigure toute chose n'est qu'illusion ici-bas, et que toute passion, acceptée et conçue dans la seule sensualité, devient bientôt plus amère que la mort pour ceux qui s'y sont abandonnés. Regardez au visage les passants, et vous verrez si je m'abuse. Mais nous, demain, quand cet instant sera venu, j'aurai votre regard, mais je n'aurai pas votre voix. J'aurai votre sourire, mais non vos paroles, et je sens que vous ne devez point parler comme les autres. Votre âme primitive et simple doit s'exprimer avec une vivacité presque définitive, n'est-ce pas ? Toutes les nuances de votre sentiment ne peuvent donc être trahies que dans la musique même de vos paroles. Je sentirais bien que vous êtes tout rempli de mon image, mais la forme que vous donnez à mon être dans vos pensées, la façon dont je suis conçu pour vous, et qu'on ne peut manifester que par quelques mots trouvés chaque jour, cette forme sans ligne précise et qui, à l'aide même de ces mots divins, reste indécise, et tend à se projeter dans la lumière pour s'y fondre et passer dans cet infini que nous portons en notre cœur, cette seule réalité, enfin, je ne la connaîtrai jamais. Non, cette musique ineffable, cachée dans la voix d'un amant, ce murmure aux inflexions inouïes qui enveloppe et fait pâlir, je serai condamné à ne pas l'entendre. Ah, celui qui écrivit sur la première page d'une symphonie sublime, c'est ainsi que le destin frappe à la porte. Avait connu la voix des instruments avant de subir la même affliction que moi. Il se souvenait en écrivant. Mais moi, comment me souvenir de la voix avec laquelle vous venez de me dire pour la première fois « Je vous aime » ? En écoutant ces paroles, le jeune homme était devenu sombre. Ce qu'il éprouvait, c'était de la terreur. « Oh » s'écria-t-il, « mais vous en trouverez dans mon cœur des gouffres de malheur et de colère. J'ai le pied sur le seuil du paradis, et il faut que je referme, sur moi-même, la porte de toutes les joies. Êtes-vous la tentatrice suprême ? Enfin, il me semble que je vois luire dans vos yeux, je ne sais quel orgueil de m'avoir désespéré. Va, je suis celle qui ne t'oubliera pas, répondit-elle. Comment oublier les mots pressentis qu'on n'a pas entendus ? Madame, hélas, vous tuez à plaisir toute la jeune espérance que j'ensevelis en vous. Cependant, si tu es présente où je vivrai, l'avenir, nous le vaincrons ensemble. Aimons-nous avec plus de courage. Laisse-toi venir. Par un mouvement inattendu et féminin, elle noua ses lèvres aux siennes, dans l'ombre, doucement, pendant quelques secondes. Puis, elle lui dit avec une sorte de lassitude : « Ami, je vous dis que c'est impossible. Il est des heures de mélancolie où, irrité de mon infirmité, vous chercheriez des occasions de la constater plus vivement encore. Vous ne pourriez oublier que je ne vous entends pas, ni me le pardonner, je vous assure.
Vous seriez fatalement entraîné, par exemple, à ne plus me parler, à ne plus articuler de syllabes auprès de moi. Vos lèvres seules me diraient « je vous aime » sans que la vibration de votre voix troublât le silence. Vous en viendriez à m'écrire, ce qui serait pénible enfin. Non, c'est impossible. Je ne profanerai pas ma vie pour la moitié de l'amour. Bien que vierge, je suis veuve d'un rêve et veux rester inassouvie. Je vous le dis, je ne puis vous prendre votre âme en échange de la mienne. Si vous étiez cependant celui destiné à retenir mon être, et c'est à cause de cela que mon devoir est de vous ravir mon corps. Je l'emporte, c'est ma prison. Puissé-je en être bientôt délivré? Je ne veux pas savoir votre nom, je ne veux pas le lire. Adieu, adieu. Une voiture étincelait à quelques pas, au détour de la rue de Grammont. Félicien reconnut vaguement le laquais du péristyle des Italiens lorsque, sur un signe de la jeune femme, un domestique abaissa le marchepied du coupé. Celle-ci quitta le bras de Félicien, se dégagea comme un oiseau, entra dans la voiture. L'instant d'après, tout avait disparu. Monsieur le comte de la Vierge repartit, le lendemain, pour son solitaire château de Blanche-Lande, et l'on n'a plus entendu parler de lui. Certes, il pouvait se vanter d'avoir rencontré, du premier coup, une femme sincère, ayant enfin le courage de ses opinions. C'était la nouvelle intitulée L'Inconnu, écrite par Villiers de l'Isle-Adam, dans le recueil de nouvelles Contes cruels. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission et commenter en direct sur la page Facebook en faisant une recherche sur Écho dans la nuit, donc Écho au pluriel dans la nuit, dans le champ de recherche de Facebook. Et vous pouvez proposer également des textes que vous voudriez que j'interprète sur antenne. Pour terminer, je vais lire quelques pensées de Cioran, de son recueil de pensées Le crépuscule des pensées. L'équivoque de l'amour vient de ce qu'on est heureux et malheureux en même temps. La souffrance égalant la volupté dans un tourbillon unitaire. C'est pourquoi le malheur en amour grandit à mesure que la femme comprend et aime davantage. Une passion sans limite fait regretter que les mers aient des fonds. Et c'est dans l'immensité de l'azur qu'on assouvit le désir d'immersion dans l'infini. Au moins, le ciel n'a pas de frontières et semble à la mesure du suicide. L'amour est une envie de se noyer, une tentation de la profondeur. En cela, il ressemble à une mort. Ainsi s'explique que seules les natures érotiques aient le sentiment de la faim. En aimant, on descend jusqu'aux racines de la vie, jusqu'à la froideur fatale de la mort. Dans les étreintes, pas de foudre pour vous frapper, et des fenêtres s'ouvrent vers l'espace afin qu'on puisse s'y jeter. Il y a trop de bonheur et trop de malheur dans les hauts et les bas de l'amour, et le cœur est trop étroit pour ces dimensions. L'érotisme émane d'au-delà de l'homme. Il le comble et le détruit. Et c'est pourquoi, accablé par ces vagues, l'homme laisse passer les jours, sans plus remarquer que les objets existent, que les créatures s'agitent et que la vie s'use, car, pris dans le sommeil voluptueux de l'éros par trop de vie et par trop d'amour, il a oublié l'une et l'autre, de sorte qu'au réveil de l'amour, au déchirement inégalable, s'ensuit un écroulement lucide et sans consolation.
le sens le plus profond de l'amour ne se trouve ni dans le génie de l'espèce, ni même dans le dépassement de l'individuation. L'amour atteindrait-il des intensités si orageuses, une gravité inhumaine, si nous étions de simples instruments dans un processus où personnellement nous perdons? Et comment admettre que nous nous engagerions dans des souffrances si grandes uniquement pour être des victimes? Les sexes ne sont pas capables de tant de renoncement, ni de tant de tromperie. Au fond, nous aimons pour nous défendre du vide de l'existence, en réaction contre lui. La dimension érotique de notre être est une plénitude douloureuse, propre à remplir le vide qui est en nous et en dehors de nous. Sans l'envahissement du vide essentiel qui ronge le noyau de l'être et détruit l'illusion nécessaire à l'existence, l'amour resterait un exercice facile, un prétexte agréable, et non point une réaction mystérieuse ou une agitation crépusculaire. Le rien qui nous entoure souffre de la présence de l'éros, qui lui aussi est tromperie, atteinte à l'existence. De tout ce qui s'offre à la sensibilité, le moins creux est l'amour, auquel on ne peut renoncer sans ouvrir les bras du vide naturel, commun, éternel. Étant un maximum de vie et de mort, l'amour constitue une irruption d'intensité dans le vide, et toute intensité est une atteinte au vide. La souffrance de l'amour, la supporterions-nous s'il était une arme contre l'ennui cosmique, contre la pourriture immanente? Glisserions-nous vers la mort, dans l'enchantement et les soupirs, si nous nous trouvions en elle un moyen d'être vers le non-être? C'était une pensée sur l'amour de Cioran, à la page 82 du Crépuscule des pensées, édition Livre de poche. Cette émission Écho dans la nuit touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à minuit, donc même heure de commencement. En attendant, vous pouvez laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Écho dans la nuit, donc Écho au pluriel. Et je vous souhaite une agréable fin de soirée et une bonne nuit et une excellente semaine. À bientôt.